J'ai entendu ma femme, Sophie, parler à sa mère, Martine. Une fois que son entreprise aura décollé, je demande le divorce et je prends la moitié. J'ai vu le texto. Le lendemain, j'ai vendu l'entreprise pour 1 000 € à mon père, Pierre, et je suis devenu stagiaire non rémunéré. La réaction de son avocat, Maître Dupont, pendant la phase de découverte des actifs valait de l'or. Moi, Julien, homme de 35 ans, je dirige une entreprise de conseil en technologie depuis mon domicile en banlieue parisienne. Je suis marié depuis 5 ans. L'entreprise a débuté il y a 2 ans après que j'ai quitté le monde de l'entreprise. Sophie a soutenu cette décision, disant qu'elle croyait en moi. Les revenus ont grimpé régulièrement. Au dernier trimestre, nous avons dégagé 260 000 €. Ce trimestre est en bonne voie pour atteindre 315 000 €. Il y a 2 soirs, je suis rentré tôt d'une réunion client qui s'est terminée plus tôt que prévu. Vers 20 h, Sophie était dans notre chambre en appel vidéo FaceTime avec Martine. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu mon nom et je me suis arrêté dans le couloir. Il faut juste attendre encore 6 mois, peut-être 1 an maximum. Son comptable a dit que la valorisation de l'entreprise atteindrait les 7 chiffres d'ici l'année prochaine. La voix de Sophie était claire comme de l'eau de roche. Martine et Maître Dupont ont dit que tu avais droit à la moitié. Oui. C'est un régime de la communauté de biens. Tout ce qui est acquis pendant le mariage est partagé à 50-50e. J'ai tout documenté, ses dépenses professionnelles, ses revenus, sa liste de clients. Maître Dupont a dit que j'avais un dossier solide. Et pour la prestation compensatoire? Oh, j'aurai ça aussi. Je l'ai soutenu pendant 2 ans pendant qu'il construisait ce truc. Je n'ai pas travaillé. Je suis resté à la maison. J'ai géré le foyer. Ça compte. Il m'en devra pour des années. Silence. Puis Martine a demandé, tu es sûr de vouloir faire ça? 5 ans de mariage. Maman, je l'ai épousé quand il gagnait 55 000 € à ce travail de bureau ennuyeux. Maintenant, il gagne plus d'1 million par an. Brut. Je n'ai pas signé pour être marié à un bourreau de travail qui est à son bureau 12 heures par jour, mais j'ai supporté la phase de démarrage. Je mérite ma moitié. Quand vas-tu le lui dire? Pas encore. Laissons la valorisation de l'entreprise atteindre 1,1 million € minimum, ensuite je déposerai la demande. Mon avocat a dit, le timing est primordial. Nous voulons la valeur d'actif maximale enregistrée. Je suis resté là pendant peut-être 2 minutes, puis je suis ressorti, je me suis assis dans ma voiture, je n'ai rien ressenti, puis tout, puis plus rien. J'ai conduit pendant 1 heure, je suis revenu à 22 h. Elle a agi normalement, m'a posé des questions sur ma réunion, m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit. Je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à fixer le plafond pendant qu'elle ronflait paisiblement à côté de moi. À 3 h du matin, j'avais un plan. À 7 h du matin, j'ai appelé Pierre. Il est à la retraite. Il dirigeait sa propre entreprise de conseil à Lyon. Il l'a vendue il y a 15 ans. Papa, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu venir aujourd'hui? C'est urgent. Il a entendu le ton de ma voix. Il n'a pas posé de questions. Je serai là à 9 h. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les textos que j'avais trouvés après son départ pour son cours de yoga, son historique de conversation avec Maître Dupont, les dates, les heures, les sessions de stratégie, les captures d'écran de nos relevés bancaires d'entreprise qu'elle transférait à son avocat. Pierre est resté silencieux pendant un long moment. Tu sais que ce que tu me demandes de faire pourrait être contesté au tribunal. Je sais, mais je n'essaie pas de cacher des actifs illégalement. Je restructure mon entreprise. C'est parfaitement légal. J'ai juste besoin que ce soit fait avant qu'elle ne dépose sa demande. Il a hoché la tête. Appelons mon avocat, Maître Lefebvre. À 17 h ce jour-là, nous avions les papiers prêts. Vente des actifs de l'entreprise et des contrats clients de moi à mon père. Prix d'achat, 1 000 €. Cela va lever des drapeaux rouges, a averti Maître Lefebvre. Vendre une entreprise rentable pour 1 000 €? Son avocat va crier au transfert frauduleux. Ce n'est pas frauduleux si c'est une décision commerciale légitime, ai-je dit. Mon père reprend les opérations. Je reste en tant que stagiaire non rémunéré pour apprendre les opérations commerciales auprès de lui. Il fournit un mentorat. C'est un arrangement très standard. L'avocat a souri. À peine.
Vous êtes sûr de vous? Positif. Nous avons tout signé. J'ai transféré la propriété de ma SARL à mon père. Les contrats clients, la propriété intellectuelle, tout. J'ai gardé des notes détaillées sur le pourquoi, recherche de mentorat, restructuration pour la croissance, expertise du père inestimable. Ce soir-là, Sophie est rentrée à la maison et m'a trouvé à table pour le dîner. Et chérie, comment s'est passée ta journée? Bien. J'ai pris des décisions commerciales. Mon père reprend l'entreprise. Je vais travailler sous ses ordres pendant un moment, apprendre à me développer correctement. Elle a cligné des yeux. Quoi? Ouais, on en parle depuis des mois. Il a dirigé une société de conseil prospère pendant 30 ans. J'ai du mal avec la phase de croissance. C'était logique de le laisser prendre la propriété et j'apprendrai de lui. Tu lui as vendu l'entreprise? Ouais. C'est conclu aujourd'hui. Son visage est devenu pâle. Pour combien? 1000 euros. Affaire de famille. Il me mentore maintenant. Elle m'a fixé. Tu as vendu une entreprise d'1 million d'euros à ton père pour 1000 euros? L'entreprise ne vaut pas 1 million. C'est la valorisation projetée. La valeur actuelle basée sur les actifs et les contrats est environ ce pourquoi nous l'avons vendue. De plus, c'est la famille. Il m'enseigne en échange. Elle s'est excusée, est allée dans la chambre. Je l'ai entendue au téléphone immédiatement, probablement avec Maître Dupont. Je m'en fichais. J'ai mangé mon dîner, regardé la télévision, je suis allé au lit. Elle n'a pas dormi dans notre chambre cette nuit-là. Mise à jour 3 jours après la vente de l'entreprise, Sophie m'a fait asseoir pour une discussion. Je pense que nous avons besoin d'espace. Notre mariage ne fonctionne pas. D'accord. Elle a cligné des yeux. Elle s'attendait probablement à plus de résistance. Je demande le divorce. J'ai déjà parlé à un avocat. Très bien. Je prendrai mon propre avocat. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu veux divorcer? Je ne vais pas me battre contre ça. Elle avait l'air presque déçue. Nous devrons diviser les actifs. La maison, les économies, ton entreprise. C'est l'entreprise de Pierre maintenant. Je ne possède plus d'entreprise. Sa mâchoire s'est crispée. On verra ce que mon avocat dit à ce sujet. Elle a déménagé 2 jours plus tard. Elle est allée vivre chez Martine. Elle a déposé les papiers la semaine suivante. La demande initiale de divulgation des actifs de Maître Dupont était une œuvre d'art. Il exigeait une évaluation complète de l'entreprise par un expert indépendant, 3 ans de déclaration fiscale d'entreprise, tous les contrats clients, les relevés de comptes bancaires professionnels, mes relevés bancaires personnels et la documentation de la vente de l'entreprise à mon père. Maître Lefebvre a répondu avec ce que nous avions, l'accord de vente, le transfert de propriété de la SARL et la nouvelle structure commerciale montrant Pierre comme propriétaire et moi comme stagiaire non rémunéré. Maître Dupont a appelé le mien. J'étais dans la pièce. C'est quoi ce bordel? Maître Lefebvre a mis le haut-parleur. Quel est le problème? Votre client a vendu une entreprise à 7 chiffres pour 1000 euros 3 jours avant que ma cliente n'indique qu'elle voulait divorcer, et maintenant il est stagiaire non rémunéré? C'est un cas d'école de dissimulation d'actifs. Mon client a restructuré son arrangement commercial avec son père. Une transaction parfaitement légale entre membres de la famille. Il apprend la gestion d'entreprise. C'est en fait assez courant. Il cache des actifs. Nous déposerons une requête pour transfert frauduleux. Faites donc. Mon client a des documents montrant qu'il s'agissait d'une décision commerciale légitime. Des courriels entre lui et son père remontant à 6 mois discutant de cette transition. Ces courriels existaient maintenant. Pierre et moi avions été minutieux. Son avocat a bafouillé. Il gagne 6 chiffres et vous prétendez qu'il est stagiaire non rémunéré? Il apprend de son père. Arrangement de mentorat familial. Très standard. Nous assignerons le père à comparaître. Nous obtiendrons les dossiers de l'entreprise. Eh bien, vous êtes les bienvenus pour essayer. L'entreprise appartient au père de mon client maintenant. Ce n'est pas un bien matrimonial. L'avocat de Sophie a raccroché. 2 semaines plus tard, nous avons reçu la requête. Son avocat a demandé une audience d'urgence affirmant que j'avais caché des actifs. Il a exigé l'annulation de la vente de l'entreprise.
Il a exigé une pension alimentaire temporaire de 7 500 € par mois. L'audience était intéressante. Maître Dupont y est allé fort. Votre honneur, le défendeur a vendu une entreprise rentable valant plus d'1 million d'euros à son père pour 1 000 € quelques jours après que sa femme a indiqué qu'elle voulait de l'espace. C'est clairement une tentative de cacher des actifs matrimoniaux. Le juge m'a regardé. Quelle est votre réponse? Maître Lefebvre s'est levé. Votre honneur, mon client a restructuré son entreprise avec le mentorat de son père. Cela a été discuté pendant des mois avant tout problème conjugal. Nous avons des documents. Produisez-les. Nous l'avons fait. Des courriels d'il y a 4 mois, Pierre et moi discutant des difficultés de croissance de l'entreprise, lui proposant de reprendre les opérations et de me mentorer. Des discussions de planification d'entreprise à long terme. Votre honneur a interrompu Maître Dupont. Ces courriels sont évidemment fabriqués après coup. Juge, avez-vous des preuves qu'ils sont fabriqués? Le timing est suspect. Suspect n'est pas une preuve. Autre chose? Son avocat a changé d'angle. Il prétend être un stagiaire non rémunéré, mais l'entreprise génère des revenus importants. Où va cet argent? Maître Lefebvre a répondu, au père de mon client, qui possède l'entreprise. Et le père le garde simplement. C'est son entreprise. Il peut faire ce qu'il veut des recettes. Le juge a regardé les papiers. Quel est votre revenu actuel? 0, votre honneur. J'apprends les opérations commerciales auprès de mon père. Comment subvenez-vous à vos besoins? Économie. Mon père aide occasionnellement pour les courses. Je vis très modestement. Sophie a pratiquement sifflé depuis son côté de la salle. Juge, la requête pour l'annulation de la vente de l'entreprise est rejetée en attendant une découverte plus approfondie. Cependant, j'ordonne une pension alimentaire temporaire de 1 800 € par mois basée sur le train de vie matrimonial et le solde de votre compte d'épargne. Maître Lefebvre est intervenu, votre honneur, mon client a environ 14 000 € d'économie personnelle. À 1 800 € par mois, cela représente moins de 8 mois de soutien. Alors il ferait mieux de trouver un emploi bientôt, où son père peut le payer pour son travail. Nous avons quitté le palais de justice. Sophie fumait de rage sur le parking. Tu te crois si malin? Mon avocat va mettre ton petit stratagème en pièces. Ce n'est pas un stratagème. C'est une restructuration d'entreprise. Tu as caché des actifs. Tu vas payer pour ça. Je n'ai rien caché. J'ai vendu mon entreprise. C'est légal. Martine est apparue depuis sa voiture. Tu es un serpent. Ma fille t'a soutenu. Votre fille comptait les jours jusqu'à ce que mon entreprise atteigne une certaine valorisation pour pouvoir prendre la moitié. J'ai entendu la conversation, vu les textos. Le visage de Martine est devenu rouge. Tu l'espionnais. Je suis entré dans ma propre maison et je vous ai entendu toutes les deux planifier ma destruction financière. Ce n'est pas de l'espionnage. C'est de la conscience. Nous prendrons un expert comptable judiciaire. Nous prouverons la fraude. Allez-y. Tout est documenté et légal. Elles sont parties. Je suis rentré chez moi, j'ai mangé un sandwich, je me sentais bizarre, pas heureux, pas triste, juste en mouvement. Mise à jour le rapport de l'expert comptable judiciaire est revenu 6 semaines plus tard. Maître Dupont avait engagé un cabinet coûteux pour tout fouiller. Leur conclusion, 1. La vente de l'entreprise au père semblait sous-évaluée. 2. Cependant, aucune preuve de compte caché ou de fonds transférés. 3. Les contrats clients ont été légitimement transférés. 4. Les revenus de l'entreprise allaient sur le compte professionnel de Pierre. 5. Je n'avais aucun accès à ces fonds. 6. Mes dépenses personnelles avaient chuté de 90% depuis la vente. Son avocat a déposé une autre requête, audience d'urgence pour transfert frauduleux de biens. Cette audience a été brutale. 3 heures de témoignage. Leur expert comptable a témoigné que l'entreprise valait entre 750 000 et 1,1 million d'euros sur la base des revenus et des contrats clients. Donc, la vendre pour 1 000 € est clairement frauduleux, a demandé Maître Dupont. Elle semble sous-évaluée, oui. Maître Lefebvre a contre-interrogé. Est-il courant pour les entreprises familiales d'avoir des transferts internes à des taux hors marché? Eh bien, oui. Mais. Et est-il courant pour les parents de mentorer leurs enfants dans les opérations commerciales? Oui. Mais.
Et conviendriez-vous que la valorisation d'une entreprise est subjective, surtout pour les entreprises de services dépendantes de relations spécifiques? Dans une certaine mesure, oui. Pas d'autres questions. Ensuite, Pierre a témoigné. Il a été parfait. Pourquoi avez-vous accepté d'acheter l'entreprise de votre fils pour 1000 euros? Parce que c'est mon fils. Il avait du mal avec la gestion de la croissance. J'ai proposé de reprendre les opérations et de lui apprendre correctement. L'argent n'était pas le but. L'éducation l'était. Et les revenus de l'entreprise vont sur mon compte professionnel. Je les utilise pour payer les dépenses, les sous-traitants, les frais généraux, les opérations commerciales standards. Payez-vous votre fils? Pas actuellement. Il apprend. Une fois qu'il aura démontré sa compétence, nous discuterons de la rémunération. Maître Dupont a sauté sur l'occasion. N'est-il pas commode qu'il se retrouve soudainement fauché juste au moment où sa femme demande le divorce? Pierre l'a regardé. Mon fils a pris une décision commerciale des mois avant toute discussion de divorce. Si sa femme a un problème avec le timing, peut-être aurait-elle dû être plus transparente sur ses intentions. Objection. Spéculation. Juge, tenez-vous-en aux faits. Pierre a hoché la tête. Les faits sont simples. Je possède une entreprise. Mon fils travaille pour moi sans être payé tout en apprenant. C'est un arrangement d'entreprise familiale standard. Le juge a pris une pause, et est revenu 1 heure plus tard. J'ai tout examiné. Bien que la vente de l'entreprise semble sous-évaluée, je ne peux pas trouver de preuves de fraude. Les transferts d'entreprises familiales se font souvent à des taux hors marché. Cependant, nous avons tous attendu. Cependant, j'ordonne une négociation de règlement structurée. L'épouse a droit à une part des biens matrimoniaux. L'entreprise a été construite pendant le mariage en utilisant des ressources matrimoniales. Même si elle est actuellement détenue par le père, l'épouse a contribué à son développement par le soutien du foyer. Maître Lefebvre a hoché la tête. Il s'y attendait. Le juge a continué. Je nomme un médiateur. Vous avez 60 jours pour parvenir à un règlement. Si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, nous allons au procès. La médiation a été un cauchemar en soi. Maître Dupont a commencé à 370 000 euros, la moitié de la valorisation de l'entreprise, plus une compensation pour la pension alimentaire. Maître Lefebvre a contre-attaqué, l'entreprise a été vendue pour 1000 euros. C'est la valeur documentée. Nous offrirons 45 000 euros sur les recettes du père de mon client comme règlement à titre gracieux. Son avocat a ri. À titre gracieux? Votre client a commis une fraude. Prouvez-le. Nous avons fait des allers-retours pendant 3 sessions. Son avocat a fait venir Martine comme témoin des conversations de planification. Elle a parlé de divorce pendant des mois. Elle connaissait la valeur de l'entreprise. Maître Lefebvre, donc vous admettez qu'elle prévoyait de divorcer spécifiquement pour prendre la moitié des revenus de son entreprise. Martine a trébuché. Ce n'est pas, elle était juste pragmatique. Pragmatique à propos de la planification d'un divorce autour d'une extraction maximale d'actifs? Son avocat a objecté. Nous sommes passés à autre chose. Finalement, les chiffres ont commencé à devenir réels. Elle voulait 275 000 euros. Nous avons offert 70 000 euros. Elle est descendue à 230 000 euros. Nous sommes allés à 90 000 euros. Son avocat l'a prise à part. Conversation chuchotée bruyante. Ma cliente a besoin de savoir d'où vient cet argent. Le père de mon client le paiera sur les recettes de l'entreprise. Pourquoi ferait-il ça? Parce que cela mettra fin à ce litige et permettra à tout le monde de passer à autre chose. Ils se sont concertés à nouveau. Son visage était rouge, en colère, elle réalisait qu'elle n'obtiendrait pas son gros pactole. Nous accepterons 160 000 euros. C'est notre offre finale. Maître Lefebvre m'a regardé. J'ai fait un signe de tête à Pierre. Il a répondu par un signe de tête. Marché conclu. Mais c'est structuré. 70 000 euros à la signature, 45 000 euros dans 6 mois, 45 000 euros dans 12 mois. Non. Une somme forfaitaire. Structuré ou pas de marché? Le père de mon client n'a pas 160 000 euros de liquidité. Mensonge, mais peu importe. Plus de concertation. Elle avait l'air désespérée maintenant. Elle avait probablement des dettes.
Elle avait probablement promis un gros paiement à son avocat. Bien. Structuré. Nous avons signé les papiers 2 semaines plus tard. Le divorce a été finalisé simultanément. Pas de pension alimentaire au-delà du règlement parce que je n'avais aucun revenu. Elle a obtenu le remboursement de sa voiture, 7 500 € de nos économies et les 160 000 € structurés. J'ai gardé la maison, j'ai dû refinancer pour retirer son nom, je lui ai payé 23 000 € pour sa part de capital. Tout le processus a pris 7 mois. Mise à jour 3, final cela fait 4 mois que le divorce est finalisé. C'est l'heure de la résolution réelle. Ces 160 000 € que Pierre lui a payés provenaient de ses économies, pas des recettes de l'entreprise. Je le rembourse lentement. Nous avons un accord de prêt légal, un prêt familial sans intérêt, totalement légitime, documenté fiscalement. L'entreprise est toujours à mon père sur le papier. Je suis toujours techniquement un stagiaire non rémunéré, mais nous avons un accord de rachat. Dans 3 ans, je la lui rachète pour 1 000 €. Tout est documenté par son avocat. Quand je le ferai, j'aurai une entreprise apprise avec succès avec 3 années supplémentaires de croissance des revenus qui n'ont jamais fait partie de mon divorce. En attendant, j'ai été payé, en quelque sorte. Pierre m'engage comme sous-traitant occasionnellement, 2 800 € par-ci, 4 500 € par-là pour des projets spéciaux. Cela me nourrit sans déclencher de modification de pension post-divorce. Sophie, aux dernières nouvelles par des connaissances communes, a flambé la majeure partie de l'argent du règlement. Apparemment, elle avait des dettes de cartes de crédit dont je ne savais rien. Environ 37 000 € qui ont mangé un gros morceau. Ensuite, elle a fait un voyage de rétablissement à Bali avec Martine. Encore 14 000 € partis. Elle travaille maintenant, un poste de gestion dans le commerce de détail. Elle gagne environ 42 000 € par an. Elle vit dans un petit appartement. Sa mère se plaint apparemment constamment de la façon dont j'ai ruiné la vie de sa fille. L'ironie ne m'échappe pas. Voici la chose, cependant. Ce n'était pas une victoire propre. Les 160 000 € que Pierre a payés ont fait mal. C'était de l'argent réel de ses économies de retraite. Ouais, je le rembourse, mais cela prendra des années. Les frais juridiques étaient de 26 000 € de mon côté. Le stress m'a vieilli. J'ai perdu 7 kilos pendant le divorce. Du bon poids, mais quand même. Et je vis différemment maintenant. Plus petit, plus calme. Je ne fais pas de gros achats. Je ne parle pas d'argent. Je garde tout pour moi. Peut-être que c'est de la paranoïa. Peut-être que c'est de la sagesse. Je ne sais pas encore. La maison semble vide. Je pensais que je me sentirais victorieux en vivant ici seul. La plupart du temps, elle semble juste vide. J'ai 35 ans, je suis divorcé, je dors dans une maison que j'ai dû refinancer pour garder. Pas exactement le rêve. Mais voici ce que j'ai, mon entreprise fonctionne toujours, grandit toujours. Pierre a été légitimement utile avec les stratégies de mise à l'échelle. Les revenus sont en fait en hausse. Nous sommes en bonne voie pour 400 000 € cette année. Quand je la rachèterai dans 3 ans, je posséderai quelque chose que nous avons construit ensemble. Quelque chose qu'elle ne pourra jamais toucher. Et j'ai appris quelque chose de précieux. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Elle m'a montré qu'elle valorisait mon revenu plus que moi. Elle a fait des tableurs sur mon potentiel de gain. Elle a chronométré un divorce autour de l'extraction d'actifs. Ce n'est pas une partenaire. C'est une planificatrice stratégique. Et je suis content de l'avoir découvert avant d'avoir des enfants, avant que l'entreprise n'atteigne les 8 chiffres, avant d'être trop impliqué. Certains amis pensent que j'ai été vindicatif. C'était ta femme. Tu aurais dû partager équitablement. Équitablement ? Elle prévoyait de me quitter au moment où je serais suffisamment riche. Était-ce équitable ? D'autres amis pensent que je suis un génie. Tu as joué avec le système parfaitement. Je n'ai rien joué parfaitement. J'ai réagi à une trahison avec le seul mouvement que je pouvais voir. Ce n'était pas élégant. C'était désordonné et coûteux et stressant, mais c'était nécessaire. Pierre et moi dînons une fois par semaine maintenant. Généralement les jeudis. Nous parlons affaires, vie, divorce. Il ne dit jamais « je te l'avais bien dit », même s'il m'avait mis en garde contre le fait de se précipiter dans le mariage. Il reste juste assis là, écoute, offre occasionnellement une perspective.
Tu sais, a-t-il dit la semaine dernière, la plupart des hommes dans ta situation auraient juste accepté la perte, remis la moitié et seraient passés à autre chose. Ouais. Le fait que tu aies vu le problème et agi, ça demande du courage, même si ce n'était pas parfait. Ce n'était définitivement pas parfait. Rien dans le divorce ne l'est, mais tu as protégé ce que tu as construit. Ça compte. Je ne sors avec personne. Pas prêt. Peut-être pas avant un moment. Difficile de faire confiance après avoir regardé quelqu'un que j'aimais calculer exactement quand me quitter pour un profit maximum. Mais je vais bien. L'entreprise m'occupe. La maison est à moi. Je rembourse mon père tous les mois. La vie continue. Il n'y a pas de fin hollywoodienne ici. Mon ex-femme n'a pas eu de moment de révélation soudaine. Elle ne s'est pas excusée ni n'a admis qu'elle avait tort. Elle est là dehors en ce moment, racontant probablement aux gens que je suis le méchant qui a caché des actifs et l'a arnaqué dans le divorce. Et légalement, techniquement, je l'ai peut-être fait. La vente de l'entreprise était agressive. Elle ne tiendrait probablement pas si quelqu'un creusait vraiment. Mais le temps que quelqu'un se soucie assez de creuser, ce sera des années plus tard et beaucoup plus difficile à prouver. La chose à propos des conséquences, c'est qu'elles ne sont pas toujours immédiates ou dramatiques. Parfois, la conséquence est juste de vivre avec ce que vous avez fait. Elle vit avec le choix de l'argent plutôt que du mariage. Je vis avec les mécanismes de défense que j'ai construits. Elle voulait sa moitié d'une entreprise prospère. Au lieu de cela, elle a obtenu un règlement structuré et un emploi dans le commerce de détail. Je voulais une partenaire qui me valorisait plus que mon compte en banque. Au lieu de cela, j'ai obtenu une maison vide et des problèmes de confiance. Nous avons tous les deux perdu des choses. La différence est que j'ai toujours mon entreprise et cela suffit. Le poste de stagiaire se termine en novembre lorsque je terminerai ma formation. Pierre et moi allons restructurer vers un statut de sous-traitant, officiel, documenté, correctement imposé. Dans 3 ans, je rachèterai mon entreprise. D'ici là, Sophie sera un lointain souvenir. C'est la vraie vengeance, je suppose. Pas la victoire dramatique au tribunal ou l'humiliation publique. Juste aller de l'avant, construire quelque chose, récupérer. Certaines personnes demandent si je le ferais différemment. Honnêtement, peut-être. Le stress m'a presque brisé. Les frais juridiques, la paranoïa, la peur constante que son avocat trouve une faille. Mais ensuite je me souviens de cette conversation que j'ai entendue, sa voix si décontractée, discutant du montant exact en euros qu'elle voulait extraire de moi, le calendrier, la stratégie. Et je pense, ouais, je ferai exactement la même chose. Elle a joué un jeu à long terme. J'en ai juste joué un légèrement plus long. Fin de l'histoire.